Eh ben, c'est vraiment un honneur, un privilège d'être devant vous, d'avoir une musique, des lumières, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vous. Vraiment, c'est vraiment super que tout le monde soit là, en présence, à amener cette énergie-là. Donc c'est un vrai moment de grâce. Et puis de vous pouvoir vous parler d'un truc qui nous tient à cœur particulièrement. Je dirais même, c'est étonnant parce que c'est un sujet qui nous a sauté dessus en quelque sorte. Tu te souviens, Séverine? On en parlait, on échangeait nos points de vue, puis on s'est dit, mais ça revient et ça revient, ce sujet d'imposture, du syndrome de l'imposteur. Donc, a priori, on va vous expliquer un petit peu dans ce temps-là qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qu'on va pouvoir préciser dans ce temps-là. Comment on va pouvoir peut-être casser certaines idées reçues, ouvrir de nouvelles pistes et concrètement préparer des outils. Toi, pourquoi tu es venue, Séverine? Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre? Eh bien, parce que ce syndrome de l'imposture, ou ce sentiment d'imposture, comme on va le développer un petit peu, c'est un sujet effectivement récurrent. C'est devenu un fil rouge, en fait, qui vient de plus en plus dans ma pratique, avec deux types de coaching, donc deux types de situations. D'abord avec mes seniors ou très seniors, mes coachés seniors très seniors, parce que le monde du leadership, comme on l'a beaucoup vu en fait pendant ce séminaire, est en complète transformation. Donc on est passé vraiment d'un monde d'opulence, à un monde de sens, à un monde de performance, à un monde de vision, et puis à un monde de command and control, à un monde d'empower and engage, surtout avec les nouvelles générations qui arrivent. Donc je me retrouve avec des coachés seniors ou très seniors qui sont un peu paumés en fait, donc ils ne savent plus trop, et ils se retrouvent aujourd'hui avec un sentiment d'imposture à un moment de leur carrière où ils ne devraient pas, ou au moment où ils sont théoriquement au climax. Donc voilà, un premier cas où ça vient beaucoup et ça vient de plus en plus. Et puis un deuxième type de coaché, où le sentiment d'imposture est très puissant, c'est que voilà, moi, ma spécialité, c'est de coacher des cerveaux justement un peu différents, un peu divergents. Donc voilà, des visionnaires, des HP, des troubles de l'attention, des intrapreneurs, des mecs qui découvrent l'Amérique tous les matins, et voilà, et vraiment une immense force créatrice et transformationnelle, donc des agents transformateurs. Et particulièrement pour ce type de cerveau, ce sentiment d'imposture est aussi très présent. Donc, et on partagera un petit peu au cours de l'intervention. Donc, si vous voulez, pour ces deux types de coachés, ces deux types de cas, il va falloir mettre des conditions en tant qu'accompagnant, en tant que coach, pour s'assurer qu'il y a suffisamment de sécurité psychologique pour qu'ils puissent accéder à leur vulnérabilité, à pouvoir partager ça et à pouvoir travailler et apprivoiser ce sentiment d'imposture. Donc, c'est de plus en plus important. De plus en plus important, voilà. En effet, et il ne vous aura pas échappé que ce mot, syndrome de l'imposteur, est vraiment rentré dans le langage courant. Donc, dans le langage courant, ce qu'on en comprend, c'est, bon, c'est pas un truc confortable, c'est une sensation invasive de ne pas mériter la place qu'on a, de risquer d'être démasqué à un moment. Et ce qui était particulièrement un déclic pour moi, c'est quand j'ai rencontré une écrivaine très célèbre qui a publié, je crois, près d'une centaine de livres, et qui me disait, et j'ai vu des auteurs aujourd'hui qui attendaient de signer leurs livres devant, qui disaient, j'ai tellement peur quand il y a une longue file d'attente, qu'il y ait d'un seul coup quelqu'un qui sorte et qui me dise, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous vous prenez pour une écrivaine? Je dis, waouh, incroyable. Alors ça m'a plongé un petit peu dans la recherche, et en fait, j'ai découvert que cette terminologie, le syndrome de l'imposteur, venait de deux psychologues américaines, Pauline Clance et Suzanne Imes, qui, en 1978, donc c'est pas tout récent, ont fait une étude avec une centaine de femmes leaders, toutes de très haut niveau, qui ont détecté qu'elles avaient comme trait commun d'avoir la sensation de ne pas mériter ce qui leur arrivait, de vivre avec la peur d'être démasquées, et puis, quand elles avaient du succès, de considérer qu'elles ne le méritaient pas vraiment et que c'était plutôt le fruit de la chance, ou alors qu'elles devaient travailler comme des acharnées pour y arriver. Donc déjà, sur une centaine de femmes, on a de la data, comme on dit dans le jargon des scientifiques, mais on n'a pas vraiment
de la recherche scientifique. Ça, c'est élément intéressant, parce que c'est justement ça qui a éveillé notre curiosité, en disant quand même, il y a du succès avec ce thème, syndrome de l'imposteur. On a des clients qui arrivent dans nos cabinets de coaching et qui nous disent « Moi, je viens parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. » J'ai une supervisée qui est venue vers moi en me disant « Moi, je fais beaucoup de syndrome de l'imposteur parce que je le connais bien moi-même. » Je me suis dit « Vraiment, il y a un sujet. » Et puis enfin, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que les 3 hommes détenteurs du prix Nobel de chimie 2023, ne me demandez pas de citer leur nom, avait dit en interview et publié « Nous, on pense qu'on ne mérite pas ce prix Nobel. » Incroyable. Donc c'est universel. Malgré tout, on va un peu casser les codes parce que nous, en coaching, on va introduire plus de nuances, on va accueillir plus de complexité, bien sûr, et puis si possible un peu de fun là. Parce que je sens bien que dans ce moment de cet intense programme, là, on est au milieu de l'après-midi et puis que les têtes sont pleines et les batteries d'énergie sont un peu à plat. Donc on va quand même essayer de vous remuer un peu, de remuer les idées reçues et puis de trouver quand même comment approfondir les mécanismes d'auto-sabotage. C'est un vrai sujet parce qu'on en parle de façon très personnelle. Séverine. Alors effectivement, ça m'habite, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est intéressant parce qu'on a plusieurs chapeaux dans une vie. Et c'est vrai que moi, j'en ai aussi plusieurs. J'ai la chance de vivre ma passion pour le coaching avec plein de chapeaux. Et alors, de façon intéressante, le syndrome de l'imposteur, moi, il me rattrape moins dans mon chapeau de coach, étonnamment, que dans mon chapeau de leader. Et c'est vrai que, voilà, donc à nouveau, moi, j'ai un peu je découvre l'Amérique tous les jours. Et donc, je transforme des organisations, j'implémente des coaching cultures. Et donc, que ce soit chez Nestlé ou que ce soit à l'IMD aujourd'hui, donc quand on gère des grosses communautés de coachs, c'est plus sur ce côté leadership, ce côté voilà, accompagnement du changement, accompagnement du vivre ensemble, de la tribu finalement qu'on drive, qu'on sert. Et c'est presque plus là, moi je dirais, que le syndrome d'imposture vient me chercher. Et toi, Nathalie? C'était ça qui était intéressant, d'avoir un leader en live qui nous partage cette expérience. Moi, je dois dire que quand j'ai eu une tranche de vie et quand j'ai encore un bout de vie comme leader, ça va à peu près bien. Par contre, je me souviens très bien que dans ma posture de coach, et en particulier dans, pas un moment, mais dans mes premières années, c'était un vrai cauchemar. J'avais une petite voix qui me disait « Mais tu te prends pour qui ?» Et je me disais, si jamais j'ai un client qui ressent cette turbulence que j'ai à l'intérieur de moi, je vais polluer le champ, comme on dit dans notre jargon de coach. D'ailleurs, ce matin, Vincent Lénart nous a fait un cadeau, parce qu'il paraît que nous, dans cette communauté de coachs, on pourrait ouvrir le club des imposteurs anonymes. Ça vous dit ça ? Qu'on ouvre un club des imposteurs anonymes, on ne mettrait pas nos noms, on s'asserrait en rond et on dirait « Bonjour, moi, Nathalie, je suis victime du syndrome de l'imposteur depuis longtemps. » Bonsoir, Nathalie. Bienvenue. Hein, vous voyez faire ça? Pourtant, c'est presque de cette ampleur-là et on est dans un temps où les défis du monde, ou les impératifs des leaders du futur justement, le grand thème de cette conférence, eh bien oui, ils sont bienvenus d'accueillir leur vulnérabilité, mais pas d'avoir toute leur bande passante dévorée par des questions qui n'ont pas de fondement, pas vraiment de fondement. Alors, je voudrais d'abord vérifier, et on va vous faire bouger un petit peu hein, quand même, parce que j'ai peur que vous soyez un petit peu trop assis. Pour commencer juste avec les bras, je voudrais savoir qui a déjà croisé ce qu'on switch comme nom, et je vous expliquerai après pourquoi, le sentiment d'imposture. Qui dans cette salle, levez la main, qui a déjà... Ah oui, notre ami Vincent Lénart avait raison. Bon, ok, rebaissez la main. Qui l'a expérimenté, croiser le sentiment d'imposture, ça peut être avec vos clients, avec des gens qui vous ont raconté leur histoire. Donc, qui l'a expérimenté à titre personnel? Ah oui aussi.
Alors un petit peu moins, mais quand même. Et qui l'a coaché avec des clients qui vivaient ça? Ah oui, beaucoup. C'est ce qu'on pourrait presque appeler un phénomène de société. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais partager des bonnes nouvelles sur cette question, parce que quand même, c'est un truc, ça sonne comme une maladie. Eh bien, je vous rassure, ça n'en est pas une. Ça n'est pas répertorié dans le classement des troubles mentaux répertoriés par les institutions officielles médicales en psychiatrie. Nous ne sommes pas des malades qui souffront d'un syndrome. Donc je voudrais switcher ce mot de syndrome par sentiment. Et l'imposteur, ça ressemble à un truc un peu monstrueux. On va voir éventuellement ce qu'on fait avec les monstres, mais ça n'est pas monstrueux. C'est une peut-être opportunité d'aller plus loin, de grandir encore et donc d'aider nos clients à grandir. Ça, c'est une première bonne nouvelle. C'est pas médical. La deuxième, vous l'avez presque constaté, c'est tout le monde. Et contrairement à l'étude de départ qui ne concernait que les femmes, c'est les hommes et les femmes, c'est toutes les tranches d'âge, c'est toutes les étapes de vie, et c'est parfois dans la vie personnelle. On entend parler du syndrome d'imposture chez des jeunes parents. Quand on recrée un couple, est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce que je suis la bonne personne? Donc, c'est dans beaucoup de contextes. Et bien sûr, c'est une question de coller une étiquette, de mettre en mots, d'utiliser une terminologie forte qui n'a pas de raison d'être. Donc voilà des bonnes nouvelles. C'est pas que les femmes, c'est pas une maladie, c'est tout le monde, c'est ponctuel aussi. Donc je voudrais que vous gardiez ça à l'esprit. En fait, peut-être on peut se rencontrer pour se parler, mais il n'y a pas de phénomène réellement gravissime. C'est naturel, c'est normal et ça peut être une opportunité. D'ailleurs, Séverine va nous raconter, quand je vous aurais dit, je ne m'en souvenais pas que c'était encore à moi, quand vous aurez dit, vous voyez, l'imposture, ce que ça fait faire, voilà quelques mécanismes d'auto-sabotage. Et on a choisi de les matérialiser par des petits monstres plutôt sympathiques, plutôt souriants, plutôt colorés. Ils ne vont pas dans un ordre précis, on voulait en nommer quelques-uns. La plupart sont issus justement de cette première enquête de ces deux psychologues. Le premier souvent, et c'est insidieux, c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, c'est l'autolimitation. Je ne m'autorise pas à viser un projet plus ambitieux, un rôle plus élevé, une mission plus importante. Je m'auto-limite. On a parlé dans le langage des femmes des plafonds de verre institutionnels qui étaient une réalité. Ils ont pour beaucoup sauté depuis quelque temps. On peut parler de cette auto-limitation comme des talons qui collent. On ne s'autorise pas à y aller. Le deuxième, le perfectionnisme. Il faut que je travaille, mais je donne mon sang et ma chair. Yotis, t'es là? Je donne mon sang et ma chair pour ma mission. Essayer. Voilà, je suis là, pardon. Le perfectionnisme, le travail acharné, ça te dit? Ça me dit quelque chose. Et puis encore, les doutes constants. Je ne sais pas que je suis capable, j'en doute tout le temps. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Ça résonne avec vous, là, tout ça? Encore un peu la procrastination. Je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire maintenant. Je ne suis pas prêt, j'attends. Puis du coup, il va tout falloir que je fasse au dernier moment. La peur, ça c'est sans doute le plus méchant des mécanismes d'auto-sabotage parce que là, on peut carrément se griller au sens du burn-out. On utilise trop de pression, d'anxiété au quotidien. Pour les spécialistes du cerveau, le shoot de cortisol va finir par être toxique, un vrai poison. L'inconsistance, un jour j'ai telle priorité, un jour j'en ai un autre, un jour j'ai un code couleur, un jour j'en ai une autre, je me crée un logo, j'en recrée un autre, j'adore ce mouvement, je vais là, puis je vais dans un autre, et on finit par être complètement illisible pour les autres, ce qui n'aide pas à réellement créer un élan de développement, d'épanouissement. Et puis enfin, le sabordage. Alors nous avons beaucoup ri toutes les deux avec l'histoire de sabordage, parce que c'est les trucs où vous oubliez
votre bip, vous oubliez de finaliser votre slide, vous oubliez de partir avec votre billet de train, vous oubliez des tas de choses, c'est les actes manqués. Et ça, c'est bon de les repérer un petit peu. Donc c'est vraiment une panoplie de monstres, plein de nuances, hein, c'en est que quelques-uns, plein de nuances qui nous permettent de voir que il faut jauger l'intensité, il faut juger la fréquence, mais ça nous laisse beaucoup de découvertes personnelles à initier. D'ailleurs, Séverine, si tu aidais un petit peu ces magnifiques coachs devant nous à découvrir leurs monstres. Voilà, Je te laisse un peu. merci. Alors effectivement, ça vous parle, parce que j'imagine qu'en écoutant Nathalie, il y en a quand même un certain nombre où vous avez dit « oui, celui-là, c'est celui-là. Ah oui, ça c'est celui-là. » Donc, et bien entendu, ça va être un mélange, en fait, un voyage, et puis ils vont avoir différentes formes. Donc là, on va vous proposer à nouveau de continuer ce voyage et en fait de partager en binôme. Donc là, on va vous donner, allez, 30, 45 secondes pour vous trouver un binôme. Donc c'est-à-dire le plus simple, tournez-vous vers votre voisin ou tournez-vous vers votre voisin. Donc on vous donne 30 à 40 secondes pour vous organiser et ensuite vous aurez 1 minute chacun pour partager une expérience du point de vue de votre rencontre avec vos petits monstres intérieurs. Donc 30 secondes pour s'organiser. Vous avez donc 30 secondes pour trouver un binôme et pour vous organiser. Donc là, je vois qu'il y a des gens qui se sont déplacés, qui ont trouvé des binômes. Mille merci. Donc je vais me caler sur vous en pensant que c'est bon. Voilà, donc là maintenant, on va démarrer. 1 minute chacun. Donc 1 minute, je vous donnerai le bip dans 1 minute. C'est parti. Stop. On échange. Minute de l'autre côté. Dans l'autre sens. Stop. Voilà, fin de l'échange en binôme. On revient en plénière. Alors c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça dit de mon leadership là? Vous connaissez la technique de la main levée? Allez, je viens aider ma co-présentatrice. Si vous levez une main, vous cessez de parler. Ça marche. Ça marche. Il y a quelques coachs dans la salle, hein. C'est bien. Alors, merci d'avoir partagé, et je dois dire que c'était assez fascinant de vous observer. Alors, j'en ai vu qui rigolaient, j'en ai vu qui avaient des expressions comme ça, donc hyper animées. Je pense que j'ai vu les monstres, en fait, à des endroits. Là. On en a vu. On en a vu, voilà, on les a vus. Donc vraiment, voilà, grand merci. Grand merci. Continuez à travailler, à voyager avec votre échange d'aujourd'hui. Et puis, je vais me permettre de vous proposer, en fait, une rencontre avec mon monstre, de faire un partage personnel, et puis, au fond, de faire un cheminement avec votre monstre, puisqu'il y a différentes étapes pour pouvoir à la fois l'apprivoiser, le comprendre, et au fond, peut-être s'en faire un ami. Donc, la première étape, c'est d'abord de l'identifier. Donc, l'identifier, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà repérer qu'il est là. Ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se joue quand il apparaît? Donc, évidemment, cette hyper-conscience de soi-même, plus vous allez travailler les muscles, plus vous allez le repérer facilement. Donc, d'abord, le repérer. Ouh, tiens, qu'est-ce qui se joue? Le localiser. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a plusieurs façons de le localiser. Certaines personnes vont le localiser dans leur corps, d'autres vont le localiser dans la pièce. Très bien, utilisez le canal qui vous convient. Donc, le repérer, le localiser. Le troisième élément, c'est le visualiser. Donc le visualiser, ça va être vraiment lui donner une image, vraiment un corps, le matérialiser véritablement, pour pouvoir passer de quelque chose d'inconscient, invisible et menaçant à quelque chose de conscient, tout à fait organisé, et structuré et présent. Et enfin, le dernier élément de l'identification, c'est le nommer, bien entendu. C'est lui donner un nom, vraiment lui constituer une identité. Et donc à ce stade-là, je vais vous proposer de vous montrer à quoi il ressemble le mien. Voilà. Donc voilà, là c'est le mien, qui s'appelle Monstre Saboteur, donc mon sabot, bobo pour les intimes.
Donc Bobo, pour les intimes, alors il a une partie des choses qu'on a déjà vues, puis d'autres choses qui ne sont pas forcément là. Donc il a 2 têtes déjà. Donc bien entendu le doute permanent. Vous savez, le « et si oui mais », enfin vous voyez, celui-là. Donc très fortement ancré dans la peur, bien sûr. Donc première tête. Et puis la deuxième tête, alors qui est peut-être un petit peu particulière aussi au profil neurodivergent, justement, c'est un sentiment général d'inadéquation qu'on a un petit peu construit comme ça au fur et à mesure des injonctions et des schémas récurrents, et qui, à la fin de la journée, s'ancre très fort dans un sentiment de culpabilité. Donc, vous voyez, il y a un peu le doute et la culpabilité. En tout cas, chez moi, c'est un peu comme ça que ça a émergé. Et puis, il y a sa queue fourchue. Vous savez, le truc qui vous sape, là, qui vous prend aux pattes, voilà. Et ça, c'est l'auto-sabotage. Alors, l'auto-sabotage, il prend toutes les formes. Donc, c'est effectivement la procrastination, genre j'ai piscine, je veux pas y aller, ou alors, effectivement, la désorganisation. Voilà, donc je vais être en retard, je vais être complètement dispersée. Et puis, y compris l'auto-sabotage positif. C'est-à-dire que là, je prends énormément d'énergie pour me canaliser, parce que je suis très heureuse d'être là et très excitée. Donc, je prends beaucoup d'énergie pour ne pas vous raconter des blagues. Hein, et voilà, je dois canaliser, y compris l'énergie positive. Donc, le sabotage va prendre plein de formes. Et vous devez à la fois avoir cette conscience claire de vous-même, pour savoir que ce soit dans le positif ou dans le négatif, il peut y avoir effectivement ce moment où vous allez s'aborder votre potentiel. Une autre format, par exemple, d'auto-sabotage, c'est aussi la surcharge. Se surcharger est une façon, donc l'hyperactivité, laisser aller l'hyperactivité, est aussi une façon de ne pas faire autre chose. Donc voilà, de ne pas être tout à fait confrontante par rapport à une autre situation. Donc une fois que vous l'avez identifié, repéré, nommé, voilà, il est là, hop, localisé, va s'entamer avec lui un dialogue. Et là, le dialogue va se faire, on est tous coachs, à travers un certain nombre de questions clés. Donc la première, c'est à quoi sers-tu? Un saboteur, ou un monstre saboteur, sert à quelque chose. Donc voilà, posez directement la question. À quoi sers-tu? Prends ce moment de qualité de dialogue. La deuxième chose, à qui appartiens-tu? Et là, c'est aussi très important. Alors voilà, pour ceux qui ont fait un peu de psychodynamique et autres systémiques, c'est quelque chose qui est très important parce que très souvent, on porte son propre monstre, certes, mais parfois, on porte le monstre de quelqu'un d'autre, ou d'une injonction dans le passé, ou éventuellement d'une organisation, l'organisation dans laquelle on est. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce dialogue en disant « mais à qui tu appartiens ?» et qui va être en parallèle de « à quoi sers-tu ?» Et bien entendu, qu'est-ce que tu veux me dire? Quel est ton message? Et puis dans l'autre sens, qu'est-ce que moi je veux te dire sur la base de ce message? Donc cette dialogue, cette hyper-conscientisation du dialogue va rendre cette relation possible. Et ça va ouvrir sur la troisième partie qui est la contractualisation. Donc là, c'est-à-dire que maintenant, à un moment donné, il va falloir dealer, quoi. Là maintenant, c'est un nouveau contrat. Vous allez recontractualiser avec vous un nouveau contrat. Donc ça, c'est une forme de reconnaissance. Je reconnais ton utilité. Peut-être que ça va être un message de pardon, de compassion. Peut-être que ça va être un remerciement. Peut-être que voilà, je te reconnais et je reconnais ton utilité. Et puis ensuite, c'est bon, bah oui, mais alors maintenant, on s'est reconnu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à partir de maintenant, voilà ce que j'attends de toi et potentiellement, voilà ce que tu peux attendre de moi aussi. Il y a une forme de dialogue intérieur et ce nouveau contrat va être très important pour transformer le monstre en ami. Oula, je vous ai plombé là d'un coup. C'est bon, là je peux lâcher ma blague? Non, c'est bon? Okay. Bon, alors là où on en est maintenant, ce qui va être drôle, c'est que je vous propose cette rencontre. Je vous propose cette rencontre avec votre monstre et je vais vous dire à vous. Donc là c'est pareil, je vais vous donner 3 minutes pour prendre vos petits papiers, vos petits crayons et dessiner votre monstre. Donc on va faire les premières parties du processus. Donc visualisez-le et éventuellement nommez-le. Voilà, on donne allez, 2-3 minutes. Comme ICF Synergie a fait super bien les choses, vous avez tous un bloc-notes, magnifique en plus. Le bloc-notes de la rencontre avec son monstre. Sympa. Alors, il vous reste encore 1 minute, mais je vais quand même contractualiser en vous disant qu'à la fin de l'exercice, je vais demander à un d'entre vous de partager. Donc, réfléchissez quand même pendant que vous bossez là.
Voilà. Donc, alors comme c'est une conférence tout à fait experiential, comme on dit, donc expérientielle, si vous le souhaitez, je vais demander à une personne si elle souhaite partager son voyage ou sa rencontre avec son monstre. C'est une rencontre que vous avez faite, plus vous partagez, plus les autres sont nourris. Qui aimerait partager Oh, là-bas, regarde, au fond, là-bas, Yotis. une belle tronche Au de fond. monstre? Où ça? Là-bas, voilà. Hop, Allez, magnifique. on est parti alors. Le micro arrive un instant. Alors, je m'appelle Véronique, j'ai 53 ans, je souffre du sentiment d'imposture depuis que je suis née. Bonsoir, Véronique. Bien, Ouais. bienvenue. Je me demande bien ce que je fous là. Alors, donc là, on va vous proposer de scanner un tout petit peu le processus. Donc, est-ce que vous pourriez, vous venez de dessiner votre monstre, est-ce que vous pourriez nous le décrire rapidement? Alors, En c'est 2 une phrases. porte extrêmement solide, toute noire, tout en fer, un peu arrondie, genre porte du Moyen-Âge, quoi. Il y a des chaînes sur les 2 côtés en verticale, vraiment des grosses chaînes. Je n'ai évidemment pas la clé. Il y a une poignée qui ne tourne pas. Je ne vois pas derrière. Elle est belle, hein? Où est-ce qu'elle est localisée? Où est-ce qu'il est localisé, ce monstre? En Dans général. mon ventre, c'est bien Dans le noué, bien fermé, Ça ressemble à quoi dans le ventre quand il est là? aussi lourd qu'une porte en fer. Et ça se manifeste comment physiquement? Je suis paralysée. Je Ah, ne bouge plus. Est-ce qu'il a il ou elle a un nom? Ouais. Je l'ai appelée la porte de l'enfer. Porte en fer, porte de l'enfer. Porte en fer, porte de l'enfer. Donc en visualisant cette porte en fer, porte de l'enfer, qui est présente, qui se manifeste dans le corps, quand vous commencez à lui poser la question de savoir à quoi tu sers, qu'est-ce qu'elle répond? Je te protège. Je te protège. Donc elle a une fonction utile. À qui appartient-elle, cette porte de l'enfer? À moi. C'est ma porte. Et à part je te protège, qu'est-ce qu'elle te dit d'autre? Elle vous dit d'autre. Elle dit derrière, ça va être dur. N'y va pas. C'est horrible. C'est l'enfer. Et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Bah, déjà, ouvre-toi un peu, puis que je vais aller regarder si c'est vraiment l'enfer. Et donc alors, à partir de maintenant, c'est quoi le deal? Qu'est-ce que vous reconnaissez de ce monstre? Son intention de me protéger, de prendre soin de moi. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ce que j'attends, c'est que tu continues à être présente. Ah, ça, c'est un signal fort il y a quelque chose derrière, c'est pas trop. Mais que quand même, tu laisses une petite fenêtre ouverte pour que j'aille voir par moi-même, quoi, que je décide moi-même si j'y vais ou pas. Donc à partir de maintenant, c'est quoi le deal? Ben, le deal, c'est que la porte est là, tu laisses la petite fenêtre ouverte, je vais regarder et je décide. Et après, on en parle. Et si vous prenez juste 2 secondes, Véronique, juste, à quoi elle ressemble maintenant, cette porte? Est-ce qu'elle a changé? Oui, elle a changé parce qu'en fait, maintenant, elle a des barreaux en fer. Elle a juste des barreaux, elle n'est plus complètement opaque. Je vois à travers. Il y a déjà une petite ouverture, donc Ouais. un dialogue sans doute à continuer. Super. Et est-ce qu'elle a changé de nom? La porte. Bien, donc pas un mieux. dialogue à continuer. C'est mieux. Et au niveau du corps, ça se passe comment maintenant? Moi, je respire. Hein. Respire. Oui, là, je respire. Bah, merci. Donc, merci du partage. Merci beaucoup. Un grand merci. Et donc, vous avez vu dans ce tout petit exercice très bref, en fait, le mouvement, en fait, y compris dans le corps, et qu'est-ce qui peut se passer dans le corps, en fait, d'un coaché quand vous accompagnez ce dialogue et puis cette nouvelle contractualisation avec son saboteur intérieur. Et justement, le corps est un outil et une ressource très puissante, et c'est ce que Nathalie va partager avec nous maintenant. Alors merci, c'est très émouvant de se rendre compte qu'un monstre, en un temps très court, avec un processus bien accompagné, peut se transformer. Une porte en fer devient des barreaux, et on a eu un temps très court, mais il y avait le mot d'ouvrir une petite fenêtre. On aurait pu aller l'attraper. Donc vous voyez, les monstres sont pleins de possibilités, pleins d'opportunités. J'ai quand même une curiosité, Séverine. Est-ce que je peux me permettre, toujours sur les monstres,
Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui pourraient dire à quoi ressemblait leur monstre quand ils l'ont dessiné? Ça ressemblait à quoi? Oh là Un là espèce de scaphandrier, c'est ça? J'ai Ah là, il raison? fait flipper celui-là, il fait flipper. Ouais. C'est le. Ah ouais, dites-moi le mot. Allez, vas-y, levez-les pour ceux qui veulent. Dites-moi le mot. Montrez-les. Ah ouais, montrez-les Alors. à vos voisins si vous voulez y va. bien. Vert, là. Ah ouais, il y a un grand fantôme là-bas. Ah Alors, ouais. qui partage? Il y en a qui font rire. Ici, C'est quoi? ça? C'est quoi? C'est quoi? Complètement barré là. Le micro? Ouais. Bibi Quel- Quoi? Oui, alors ici, c'est la peur. La peur. Allez, je passe vite fait. Hein. Ici, il y a un autre. Voilà. Un ravin. Un ravin. Ici, Un quelqu'un? Ah, super. C'est un masque de théâtre avec des sparadraps sur les yeux. Voilà. Et ici, c'est quoi? C'est un monstre à 3 têtes. Oh là là, trois Trois têtes. têtes, voilà. Herbert. Et ici, il y a quelqu'un qui partage. C'est quoi? Non? On est. Alors moi, je me réjouis à la fin de la session pour ceux qui veulent venir partager leur monstre. Moi, je prendrai une galerie de photos. Une montagne. Alors, Je et une serais ravie dernière de là-bas? pouvoir, prendre vos Alors, monstres. chez moi, il a une Merci. grosse tête, des oreilles et la tête est complètement vide. Ah ah. Voilà. Vous voyez qu'il y a des nuances là, hein. Ouais. Il y a Très bien. beaucoup de sujets. Vous allez pouvoir continuer, il reste encore du temps dans ce magnifique congrès pour que vous vous retrouviez, croisez vos monstres et en un temps quand même relativement raisonnable, vous l'avez vu, essayez de leur donner une voix de soutien pour vous, en faire votre ami. Merci beaucoup Séverine d'avoir partagé son montre. Je vous fais remarquer que ça demande du courage, d'embrasser sa vulnérabilité, de la partager comme ça. Moi, j'ai été très touchée que Séverine accepte de le faire. Et c'est vrai qu'on a d'autres ressources encore auxquelles on ne pense pas toujours. Il ne vous aura pas échappé que quand on est par exemple derrière une grosse porte en fer ou qu'on porte 3 têtes désolidarisées, que notre langage non verbal, notre corps, raconte quelque chose. Or, les recherches ont prouvé que le corps avait le pouvoir de changer nos états d'esprit et que sans surprise, c'est une spirale vertueuse qui s'ouvre là, parce qu'un état d'esprit permet d'adapter ses comportements, et les comportements que nous adoptons, eh bien c'est ça qui va constituer notre devenir, notre futur émergent. Autrement dit, si on fait des gestes appropriés, des comportements appropriés, on va pouvoir modifier l'impact du sentiment d'imposture. Ça vaut quand même la peine. Nos prix Nobel, là, appellent ça le bluff syndrome. C'est intéressant la terminologie. Parce que si on dit le bluff syndrome, ça veut dire que ça va peut-être vous rappeler l'expression anglaise « fake it and make it ». Prêtons-le et fais-le. Moi, j'aime mieux le traduire par devenez qui vous êtes. Et du coup, vous avez de la ressource avec votre propre corps. Alors, on n'a pas beaucoup bougé dans ce congrès, mais je voudrais qu'un instant, vous ne bougiez absolument plus, que vous soyez comme figé et que vous repériez comment est votre corps dans ce moment précis. Vos jambes sont-elles croisées? Vos mains sont-elles croisées? Vos mains sont-elles occupées? Votre esprit occupé? Vous tenez-vous la tête? Qu'est-ce que vous repérez de votre corps dans ce moment, comme si vous aviez un scan, une photographie à faire de votre corps? Ok? Vous l'avez vu? Vous l'avez repéré? Maintenant, mettez-vous dans votre position de confort, de ressources. Comment vous êtes quand vous êtes en position de confort, de ressources? Voilà, je vois que ça bouge. Ça m'a toujours stupéfait, ça, et peut-être vous aussi, qu'on choisisse de ne pas se mettre dans sa position de confort quand même. C'est quand même étonnant, hein? Pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est un petit monstre, là, qui nous rétrécit un petit peu, qui nous ferme. Pourtant, si on commence déjà par la position de confort, on est déjà pas mal. Pas mal, hein, Séverine? Position de confort. Maintenant, je vais vous proposer une troisième position. Et je vous assure que fake it, make it,
ça marche, donc vous partez avec un outil de plus. Vous avez la power pose, la pose de puissance. Donc je vais vous demander de vous lever, de poser vos trucs et de prendre votre pose de puissance. On va en essayer 2. On va essayer, alors celle-ci, il faut un peu avoir un bureau devant soi, hein, donc on l'a pas. Mais celle-ci, vous pouvez la voir là, tout de suite, maintenant. C'est pas naturel parfois. Hein. Moi, c'est pas naturel, hein. C'est pas naturel. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On dirait un combattant sur un ring de boxe. Pas du tout, c'est pas ça qu'on est. Allez, tirez. Remplissez les poumons, allez-y. C'est la position de puissance. Maintenant, on va en prendre une autre. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir peut-être une photo que j'ai hésité à amener, celle de Christine Lagarde, qui est comme ça. Allez, une autre position de puissance. Là. Alors, ça ne vous paraît pas naturel, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais dans cette position? À quel moment je pourrais être comme ça devant un interlocuteur? Bon, alors devant un interlocuteur, c'est pas facile, ça dépend qui, quoique, il y a des moments où... là, j'y suis. Maintenant, imaginez-vous devant votre client, je vais dire le plus complexe, celui qui perturbe un peu vos conforts, votre certitude, votre client le plus complexe. Quelle est la position que vous imaginez prendre quand vous êtes en face de ce client le plus complexe pour stimuler votre pouvoir? Je vois beaucoup de ça. Quoi d'autre? Ça. OK. Pourquoi pas? Imaginez-vous dans la réalité, là. Vous allez le chercher à la porte, vous lui dites bonjour, vous vous levez pour le saluer. Qu'est-ce qui dit votre corps dans ce moment-là? Vous en avez besoin de votre corps. Vous croyez que c'est un espèce de pilier qui promène votre tête? Pas du tout. Il participe. Il est là. C'est votre ressource. Il peut vous servir. Bon, secouez-les un petit peu et choisissez de vous mettre confortable. Installez-vous. Merci d'avoir bien voulu faire un petit peu ce jeu avec nous. Utilisez votre corps. Utilisez votre pose de puissance. Vous pouvez la voir. Donc maintenant, on va revenir à votre mal au trésor de coach. En tant que coach, pour apprivoiser votre sentiment d'imposture, vous devez faire votre travail de coach. Vous devez rassembler de la connaissance. Qu'est-ce que vous connaissez du sujet? Et on a parlé, notre ami François Délivré nous a parlé ce matin de professionnalisme. Évidemment que nous sommes là pour le professionnalisme. Ne négligez pas ce sujet qui peut frôler de temps en temps des troubles plus importants. Il faut aller chercher, être équipé pour bien rester dans votre éthique de coach. Si votre client vous dit « il dort plus, il vit avec son monstre », il lui parle toute la journée, là, le curseur a bougé un peu trop loin et effectivement, il faut bien être équipé pour jauger en toute éthique, pour faire écho à ce que disait notre ami Philippe Rosinski tout à l'heure, l'éthique va jouer. Donc prenez des connaissances, travaillez votre sujet, repérez les monstres, le premier à repérer chez vous. Et puis le visualiser évidemment, initier un dialogue. Vous avez vu qu'en très peu de temps, un dialogue peut changer le rôle, la forme, la puissance de ce monstre. Négocier ce nouvel accord. Comment vous allez cheminer ensemble? C'est évidemment pas une conversation, c'est vous partez en chemin avec votre monstre qui va se transformer comme nous nous transformons de plus. Et puis vous utiliserez votre corps. Ceux qui font réellement l'exercice, les chercheurs qui mettre cet exercice concrètement en place, de dire plusieurs fois par jour, j'ai vraiment besoin de prendre ma pause de puissance et de me dire, comme l'a dit Marianne Williamson,
comme ça a été repris par Nelson Mandela, et qui a rendu ses vers extrêmement célèbres, ce ne sont pas, et je l'adapte à notre sujet, ce ne sont pas nos monstres dont nous avons le plus peur, ce n'est pas notre sentiment d'imposture. Ce dont nous avons peur, c'est de briller au-delà de tout, d'être des lumières pour créer plus de lumière. Alors, soyez-en sûrs, vous en êtes des lumières et vous pouvez créer cette lumière. Séverine? Et je vais rebondir avec Nelson Mandela. Alors, c'était pas du tout travaillé. Anticipé, on avait dit Voilà, qu'on on improvisait. ne cite pas Nelson Mandela tous les matins, tous les deux, mais là, ça fait Allez, c'est écho. parti. Parce que, voilà, Nelson Mandela, il disait, brillez, et en brillant, vous allez autoriser les autres à briller. Donc, au fond, à nouveau, on revient sur comment est-ce que vous, en tant que coach, en coachant et en accompagnant, vous participez à la transformation du monde et à la transformation de vos coachés. D'où l'importance de notre beau métier. Waouh! Briller au-delà de tout. Et peut-être il y a des questions, et je sais que Yotis va sanctionner le temps assez rapidement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, quelque chose que vous voudriez partager? Alors, Applaudir, voilà, alors on prend. les gens qui veulent applaudir, voilà. Qui veut dire quelque chose? Levez la main s'il y a un feedback ou quelque chose à partager. Quelqu'un veut Fatigué, hein? poser une question, ajouter quelque chose? Voilà. Alors, non, il ne faut pas toucher le micro. Pardon. Samira du Maroc, moi je voulais juste vous féliciter pour avoir abordé votre cas personnel. Donc bravo d'avoir exposé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Non, je voulais juste vous féliciter également et vous remercier pour l'authenticité et puis pour vous parler de, vous étiez en train de parler de briller et donc de votre lumière en fait. Oui. Votre rayonnement à toutes les deux et cette dynamique, cette chorégraphie que vous nous avez faite très en duo, très agréable et lumineuse. Merci. Mais il y a beaucoup d'amour. Et oui. Aimez-vous les uns les autres, hein, en fait. Quelqu'un d'autre? Mais merci. Bon, eh bien les amis, Ils ont tout merci compris. infiniment de votre présence, de votre participation, et puis rayonnez, servez vos clients, et puis servez la profession. Merci beaucoup. Merci mille fois. Un grand merci à Nathalie Ducrot et à Séverine Jourdain. Alors, Nathalie, on a commencé une histoire tout à l'heure avec Philippe de Clercq. C'est vrai. La Tu l'as date entendu? m'a raconté quelque chose, c'est vrai. Voilà. C'était Nathalie que j'avais retrouvée le 16 novembre 2016 en webinaire. Tu te rappelles de ce moment-là? Je me rappelle très très bien. J'ai eu une voix un peu paniquée, un peu incertaine d'un Yotis que vous connaissez pas là maintenant, qui m'a dit « Je voulais pas être là, je ne sais pas ce que j'ai à faire, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir faire bien les choses. » Et évidemment, sans surprise, il a fait très très bien. La technologie qui, à l'époque, comme le disait Philippe de Clercq, était quand même vraiment pas à la même hauteur, a très bien été sous contrôle. Quant à moi, pour tout dire, c'était aussi mon premier webinaire. Donc, j'avais comme Yotis le cœur qui battait à 200 à l'heure. Et j'ai dû parler, je ne sais même plus de quel sujet c'était, peut-être j'aurais dû répondre. Supervision versus... Mentoring, alors. Voilà. Sans doute, supervision versus mentoring. Et alors, j'ai dû parler avec ce que j'avais présenté sans voir mes slides, parce que c'était Yotis qui les faisait tourner, devant un écran noir, sans savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Est-ce qu'ils sont toujours en ligne? Il y a quelqu'un, quand j'ai fini, il y a quelqu'un? Et Yotis était toujours là, et il est toujours là. En effet, et d'ailleurs, c'est le secret des orateurs. Hein. Les orateurs des webinaires Synergie le savent. Eh ben, ils ne voient que leurs slides, rien d'autre, même pas le chat. Donc, c'est moi avec Nifissa ou Nathalie Blin qui partageons justement et qui répondons. Donc voilà, encore un petit clin d'œil et à Nifissa, un grand clin d'œil, un grand cœur, et aussi à Nathalie. Et Séverine, comment elle t'a convaincu de venir? Ah non, mais moi, il faut être très clair. Moi, je suis comme... moi, j'accompagne Nathalie aujourd'hui. Donc, elle m'a littéralement traînée. Enfin, voilà, littéralement. Je ne m'attendais pas à cette invitation. Je me suis laissée convaincre parce que je lui fais vraiment une grande confiance. Et
Et en fait, c'est sublime. Donc, j'ai cité Emmanuel Kant ce matin. Alors, pareil, je ne cite pas Emmanuel Kant tous les matins, donc c'est pareil, c'est une surprise pour moi. Mais c'est le mot qui m'est venu quand je suis arrivée dans cette communauté sublime. Et je me suis dit, mais en fait, le sublime, c'est la force qui excède notre faculté de comprendre. Et là, c'est vraiment ça. Je suis portée, j'ai été portée par Nathalie, donc au-delà de ma compréhension, j'aurais pu dire non. Et donc je me suis laissée emporter par elle, avec confiance, avec amour. Et c'est exactement l'énergie que je ressens là, cette force qui est au-delà de la compréhension. Donc je suis particulièrement touchée d'être là, vraiment. Donc je crois que je réponds aussi à ta question, comment c'est le séminaire, non? Donc, c'est canon, c'est canon. On prend tout, on prend tout. Nathalie, Merci. ça fait 7 ans, plus même. Bon, qui connaît la date d'anniversaire officielle d'ICF Synergie? Levez la main. Oh là là, c'est aujourd'hui. Ah, dingo. Ah, c'est aujourd'hui. Nathalie, après 7 ans, qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce que tu veux donner comme feedback par rapport à toute cette aventure? Parce que tu nous as toujours accompagnés, tu as toujours été là, à tous les moments. Et voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie de dire plein de choses, il faut que je fasse une sélection parce que à la nuit tombée, vous allez vous lasser. Mais je voudrais d'abord dire que au fil des années, et même de ces 7 dernières années, le monde a beaucoup bougé, l'excellence du coaching a aussi beaucoup bougé. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que c'est un excellent coaching que le monde a besoin d'avoir, que chaque leader a besoin d'avoir, et en particulier les leaders du futur. Il y a beaucoup de nouveaux paradigmes à embrasser. Le futur émergent peut faire peur, est incertain. Le monde a besoin de chacun de vous à chaque instant. Et je crois réellement qu'on est au service d'une meilleure humanité, une conversation à la fois. Donc, ayez de belles conversations. Continuez. Un grand merci Nathalie, un grand merci Séverine. Nathalie Ducrot, Séverine Jourdain. Merci beaucoup.